C'est-à-dire, la boucle est bloquée un petit peu avec la paracha de Pintras. Au début, un des premiers sujets que Bamidbar a évoqué, après le dénombrement, après que Bamidbar ait développé le dénombrement des Bnei Israël, alors la paracha d'après, on nous parle de Pessar Sheni, et là-bas, on voit des gens qui étaient tamés, et dit Lama Igara, pourquoi on devrait perdre cette mitzvah-là? Donc, ils ont pris, c'est un truc extraordinaire, ils ont pris l'initiative de réclamer de pouvoir faire une mitzvah, alors que officiellement, c'est bon, ils sont exclus, ils sont tamés, mais rien de mal à sauter. T'es pas tout, Matarotse. T'as pas tout, t'as pas tout. Ah, ma baya. Non, non, mais il n'y a pas une solution là. Ouais, pas une solution. Et là, après, comment dirais-je, le dénombrement de Pinchas, il y a un truc qui ressemble un peu comme ça, tu vois. La Maïgara. C'est vrai qu'ici, on a traité du problème des répartitions des terres, quoi. On a parlé des répartitions des terres, et donc ils ont entendu, ouais, chaque famille va recevoir en fonction de ceux qui sont descendus en Égypte, mais également en fonction de ceux qui vont rentrer. Il y a toute une répartition en fonction de quantité de personnes et par rapport à la tribu, les uns par rapport aux autres, la qualité de la terre. Donc tout parle une série de paramètres qui vont déterminer, comment dirais-je, la nachala, la propriété, le patrimoine qui va donc être transmis de génération en génération dès qu'ils vont rentrer en Eretz Israël. Et elles écoutent tout ça, elles disent, et nous? Et nous? Là-bas aussi, on parlait du Corban Pessar, et nous? Comment on fait? Et nous? Ben ça, il a posé la question Raymond, j'ai répondu. Rachid rapporte la Gemara Sanhedrin d'Afret. Qu'est-ce qu'il y a avec Gemara Sanhedrin d'Afret, toi qui as fait toute chasse? Ouais? T'as pas fini de chasse encore? T'as fait que le Navi? Ouais. Bon, alors, suis ma Navi. Alors, il dit que Moshe leur a enseigné, mais le fait qu'elles aient pris l'initiative, alors, elles sont mentionnées avant cet enseignement, donc elles ont un scout quelque part. Tu te rends compte d'être écrit dans la Torah, c'est pas rien. Tu te rends compte, Raymond, c'était écrit dans la Torah? Vayomer, Raymond, ouais? En gros, chaque lettre de la Torah, c'est un univers. Là, on les cite à deux reprises, même à trois reprises. On reprend. Elles sont beaucoup citées, ces Benot et l'Euphrate. Parce que ça témoigne de quelque chose de très juif, quoi. D'une part, l'homme Israël, il a un potentiel extraordinaire, on va dire, d'obéissance, ouais. On est des rêves d'Hachem. Mitzatseni, mais d'autre part, on a une certaine initiative, quoi. On voit pas la Torah, bon, ben, ça, c'est des impôts qu'il faut payer, on pose pas de questions. Quand c'est un fardeau, tu peux te dire, je suis pas tour, tant mieux, hein. J'ai pas, bon. Mais qu'est-ce qu'elle voulait? Elle voulait une part de terre, ces filles-là. Qu'est-ce qu'elles voulaient? Non, 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 jamais. Mais aucune fille ne se marie avec un patrimoine puisque c'est le frère Catou, Marco. Qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui t'arrive, Marco? Là, on va pas faire un vaillomer Marco dans la Torah. Ouais. Les filles, elles n'ont jamais un patrimoine. Parce qu'elles ont un frère et le frère, il a tout. Donc, c'est pas pour se marier qu'elles ont besoin de terre. Asma, pourquoi elles ont besoin de terre? Quoi, elles vont mettre une pancarte à l'entrée? Ici, J, ouais. RIP. Voilà. C'est pas l'idée de descendance. Descendance. S'il n'y a pas de terrain, il n'y a pas de descendance. En Israël, on n'a pas de quoi payer il n'y aura plus d'essence pour l'Israël, on ne peut plus acheter des appartements. Alors, on parle de terre, là, on parle de terre. C'est une question terre à terre. C'est bon ça. Après, pour équilibrer, parce qu'on soit équilibré sur les terres, il faut qu'il y ait une partie qui prenne plus qu'un autre. On a harmonie, je sais pas. On a l'impression qu'elles défendent plus l'honneur de leur terre. Non, non, mais c'est vrai ce qu'il dit, Guy. Je ne vais juste pas répondre tout de suite pour créer un malaise, mais c'est vrai ce qu'il dit, Guy. Et c'est vrai ce qu'il dit Raymond aussi.
Et donc, pour pouvoir un petit peu aborder cette question intéressante des notes élophrades, j'aimerais vous rappeler un peu c'est quoi le Sefer Bamidbar, quoi, si vous me permettez. Je sais que vous n'aimez pas que je vous rappelle des choses. Hein? Si tu veux, les Ratachim, on ne voit pas que tu peux aller te coucher. Ouais, on te réveillera. Oh, Nathan, qu'est-ce que tu fais là? Donc, le Sefer Bamidbar, je vous l'ai déjà expliqué à moult occasions. J'entends des voix. Justement, vient justement le Sefer Bamidbar reprendre un des points que je viens d'évoquer, qui est donc de vivre la Torah. Vivre la Torah. Sefer Shemot, c'est Hachem qui se dévoile. Il se dévoile par les miracles en Égypte. Il se dévoile, il s'impose, quoi. Sefer Shemot, Hachem s'impose. Il dévoile sa réalité en Égypte. Il dévoile sa loi avec Parashat Yitro. Ouais. Et il ordonne au Bnei Israël de créer un Mishkan, c'est la fin du Sefer Shemot, ouais, pour que sa présence éclaire la nation. Donc c'est le dévoilement divin, Shemot. D'accord ou pas? Vaikra, c'est comment s'annuler à Hachem. Hachem, il est là, il faut s'annuler à lui. Il faut être imprégné de sa réalité. Donc comment on fait la voda dans le Mishkan, ouais, c'est toute la loi des korbanot, mais pas uniquement. C'est également s'annuler à Hachem en dehors du Mishkan avec Parashat Kedoshim, etc. Voilà. Et si on ne réalise pas correctement cette annulation, donc cette subordination, on va dire, eh bien, c'est la fin, c'est Berchukota et Tolechu. Alors, Hachem, il part. Vous annulez pas à moi, ben, je vous renvoie. D'accord? Vaikra, on a fini à direct. J'étais rapide. C'est clair ou pas, Jonathan? Tu vois la complémentarité entre Shemot et Vaikra ou pas? Tu sauras l'exprimer? Shemot, c'est Hachem, il se dévoile. Vaikra, c'est nous, on s'efface devant son dévoilement. C'est simple. Hein, Moshe? Simple. Et c'est quoi Bamidbar alors? C'est plus un effacement. C'est plus un effacement. Comment? Apprendre à vivre avec. Apprendre à vivre avec les jours. On a parlé beaucoup de ce sujet-là. Ouais. La Torah ne nous demande pas uniquement de nous effacer à Kadosh Baruch Hu. Ça serait trop difficile et ça serait trop facile. Trop difficile parce qu'un homme, il a besoin d'exister. Et trop facile parce que ben, tu fais le dub, quoi. Faire comme ça, pas faire comme ça. Le dub. Et la vie, c'est pas. On a besoin de s'effacer. On a besoin. On a besoin de s'effacer. Bien que dans la vie, on s'efface à plein de réalités auxquelles on sait qu'on doit s'effacer. On doit courir pour aller chercher à Parnassa. On doit baisser la tête quand la femme elle a ses nerfs. Il y a plein de réalités auxquelles on doit s'effacer. Elle m'a la sorte. Ah non, j'ai pas envie. Ah non, mais il doit apprendre à subordonner aux réalités auxquelles il est confronté. Elle m'a la sorte. Et si Dieu, c'est une réalité, alors il faut s'effacer également à Dieu. Un homme, il apprend à s'effacer, d'accord? Quand tu es jeune et tout, avec la queue de cheval et la boucle d'oreille dans les narines et tout, elle dit, oh non, moi, je t'explique, moi, ni Dieu ni maître et tout, peace and love, ou je sais pas quoi, toutes sortes de jingles débiles, ouais, que petit à petit, il se fait ratatiner par la vie. On peut pas faire ce qu'on veut et on peut pas dire toujours ce qu'on pense et on peut pas. Un homme doit se soumettre aux réalités auxquelles il est confronté, sinon il va se faire écraser. La vie peut parfois être comparable à un rouleau compresseur. Mais toi de côté, pourquoi tu restes là? Tu vas te faire écraser. Même à la sorte. On est soumis à des réalités. Les lois physiques,
Ouais, sont des réalités. Tu dois manger, tu dois dormir, tu ne dois pas te jeter par la fenêtre, tu dois faire attention à ta santé, Tout ça, c'est des subordinations, on est soumis, qu'on le veuille ou non. D'ailleurs, les mêmes jeunes anarchistes, ils s'en foutent de leur santé, ils prennent des drogues, ils se mettent en danger, ils ne veulent même pas se soumettre au danger de la mort. Se soumettre à rien. Donc si Hachem s'est dévoilé, donc il n'y a plus uniquement les lois physiques, il y a la réalité métaphysique, source de tout qui est Hachem, de la manière qu'on a l'habitude de se soumettre aux réalités physiques, Vaïkra, c'est la soumission aux réalités métaphysiques. Ce n'est pas une punition, c'est une conséquence d'un dévoilement d'une réalité qu'on ne connaissait pas. Si elle existe, il faut bien se soumettre. Normal. Mais dans la vie aussi, on ne veut pas que se soumettre. On construit, on agit. La vie n'est pas une soumission à une force où on est une fourmi dans une fourmilière et chacun amène son grain. Non, on a une part à construire dans ce monde. L'homme, il est choutaf bemaaseh bereshit. On est choutaf, surtout l'âme Israël. On a reçu un peu un mode d'emploi qui s'appelle la Torah pour nous donner justement un équilibre avec d'une part une annulation et d'autre part un potentiel de construction. Alors, schématiquement, on aurait pu dire c'est les mitzvot négatives, les mitzvot positives, 365 négatives, 248 positives, ouais, ça peut être comme ça, mais ça va un peu plus loin en vérité. C'est pas aussi technique, aussi mathématique. Parce que chacun, il doit trouver son domaine dans lequel il doit s'épanouir. S'épanouir, c'est pas maintenant développer quelque chose où Hachem est absent, au contraire. S'épanouir, c'est trouver un domaine dans lequel on peut exceller et quelque part incarner une perfection divine. C'est cette Shuta V'Maaseh Bereshit. Hachem, il a créé un monde où il semble être absent pour que nous, on puisse être son reflet. C'est ça notre travail. Donc ça passe d'abord par une subordination. Avant de vouloir de mimer quelqu'un, il faut bien le connaître. Ouais, d'abord, tu dois mimer, faire vidéo, etc. Et après que tu le connais, alors dire à sa place, à ma place, qu'est-ce qu'il aurait fait? Donc là, tu fais preuve d'initiative. Tiens, Hachem, qu'est-ce qu'il aurait fait dans ce cas-là? Ce n'est pas un cas qu'il a évoqué explicitement. Qu'est-ce qu'il a fait? Et si maintenant mon but dans ma vie, c'est d'incarner ces valeurs, eh bien forcément, je vais faire preuve d'initiative. J'ai une valeur qui s'appelle Corban Pessah. Je ne peux pas le faire, ça a manqué dans mon Vodat Hashem. Il n'y a pas une solution. Il n'y a pas une solution. Alors, il y a au début de Sefer Bamidbar, donc cette initiative qui est très mal vue dans Sefer Vaïkra, l'initiative. C'est Nadav Avihu. C'est Nadav Avihu, l'initiative. On ne prend pas d'initiative dans le Mishkan. On ne prend pas d'initiative dans le Mishkan. C'est là, c'est le lieu de l'effacement, le Mishkan. C'est pas un lieu où je t'explique, moi, ce que j'aurais dit. Tu es là pour comment dirais-je, t'imprégner. Dans le Mishkan, tu t'imprègnes, ouais, de la perfection divine, il est tout, il est truc. Et après, tu dois maintenant diriger ta vie avec l'image que tu as Hachem dans ta tête, mais tu vas être plongé dans des situations où tu vas devoir prendre des décisions. La vie est faite pleine de dilemmes. Donc, si tu n'es pas suffisamment imprégné des valeurs divines, tu vas faire le mauvais choix. Mais on a besoin de ton choix. C'est quand un homme il prend un choix qui prouve qu'il a vraiment compris la volonté divine. De copier, c'est facile. De copier, c'est facile. Tu peux te faire passer pour un autre. Mais quand tu fais un choix dans le feu de l'action et que ça correspond aux valeurs divines, ça prouve bien que tu es un représentant de Dieu. Ça s'appelle un représentant de Dieu. Un fidèle représentant de Dieu. Tu vois, Abraham, Yitzhak et Jacob, c'est des tzadikim qui ont fait plein de choix dans la vie. Et on voit dans leur choix leur idéalisme. Donc, le limoud du Sefer Bereshit, c'est d'apprendre comment nous-mêmes avoir la même inspiration qu'eux, cet idéalisme. L'idéalisme, par définition,
c'est une recherche. C'est pas une soumission. C'est pas une soumission, l'idéalisme. C'est une recherche. Recherche d'incarner quelque chose. Je me cherche. On voit Abraham, il a incarné une certaine valeur, Yitzhak une autre, Jacob une autre, parce qu'ils ont une recherche. S'il y avait la notion de subordination, on aurait Abraham 1, Abraham 2, Abraham 3. Moi, mon père, c'était un tzaddik. Hachem, il a fait une annonce avec lui. Ben, je vais recopier exactement ce qu'il a fait. À l'infini, on recopie. Les clones, du clonage. Dans Bamidbar, justement, chacun cherche sa place. C'est pour ça qu'on commence, c'est le livre des nombres, on commence à décrire les tribus et les familles. Chacun a une place différente. On va expliquer il y a 4 points cardinaux autour du Mishkan. 3 tribus, 3 tribus, 3 tribus. Elles ont un lien, les 3 ensemble. Elles ont un rapport, ensemble à une construction à faire ensemble. Donc le Mishkan, comment il est construit avec le Machane, nous montre un peu une certaine construction d'un peuple qui va après être reproduit en Eretz Israël. Chacun à sa place. Un, il va être plus dans la guerre, il va être à la frontière. C'est Dan. Un, il va être plus dans comment dirais-je, dans le commerce. Alors, c'est Issachar, l'autre, c'est Zevouloun, Issachar. Donc, chacun il va avoir une partie bien précise à accomplir. Et un, ça va être dans l'honnêteté, dans les lois de commerce. L'autre, c'est dans la, comment dirais-je, l'abnégation pour protéger le pays. Et l'autre, ça va être dans la justice, et l'autre, ça va être dans l'étude de la Torah, l'autre, l'enseignement, et l'autre, l'agriculture, avec ne pas se laisser attraper par une certaine divinisation des lois naturelles. L'agriculteur, il a tendance à faire avodat zarah. Donc, chacun, il a un travail différent. Et le travail de chacun va demander à chacun une inspiration, une initiative, pour arriver à incarner une certaine perfection. Et c'est ce que nous a dit Guy, que les Bénot Selofrad, elles voulaient que la partie d'Avodat Hashem que Tselofrad devait incarner, chaque tribu a un rôle et chaque famille dans la tribu, c'est une certaine nuance dans cette mission. Et donc, si Tselofrad a perdu, et donc il devait lui recevoir une part de terre, cette terre-là, elle était à telle altitude, à telle température, à côté, dans un climat particulier, dans une relation avec d'autres voisins particuliers, ce qui permettait de s'épanouir dans un certain mode d'Avodat Hashem particulier. Donc cette partie-là, elle va être perdue. Cette partie-là, elle va être perdue. Et quand elles ont reçu, mais qu'elles se sont remariées, c'est-à-dire que dans leur descendance, avoir des enfants avec le monsieur qui était du coup de la même tribu, donc c'est une Avodat Hashem assez proche, mais leur spécificité de Tselofrad va passer dans leurs enfants, elle va s'épanouir dans ce terrain-là, où le terrain est adapté à la Avodat Hashem. Nous, chacun, on a trouvé un endroit où vivre. Hashem, il nous met dans un endroit qu'adapté à notre Avodat Hashem. C'est pareil. Nous, on ne connaît pas à quelle partie nous revient en Eretz Israël, donc Hashem, il met chacun. Et quand ça ne marche vraiment pas dans j'apprends de m'épanouir là-bas. Alors, il ne faut pas fuir rapidement parce que des fois, ça s'appelle fuir ses problèmes. Et ailleurs, je l'ai retrouvé différemment. Et un homme qui recherche véritablement la vérité, qui recherche vraiment à incarner des valeurs, des fois, il peut se rendre compte qu'ici, il n'avance pas. On ne quitte pas un endroit parce qu'on a des problèmes, on quitte un endroit parce qu'on n'avance pas. Si on quitte un endroit parce qu'on a des problèmes, des fois, ces problèmes, ils sont intérieurs et ils vont se reproduire ailleurs. On ne quitte pas un endroit parce qu'on a des problèmes, on quitte un endroit parce qu'on n'avance pas. Entends, Marco? Tu n'aimes pas quitter un endroit. Tu avances bien ici? Tu sens que tu avances bien? Je peux témoigner. Je peux témoigner. Paris, c'est terrible, Paris. Celui qui veut prendre le pari, qu'il le prenne, mais qu'il le garde. Donc ça, c'était Tselofrad, qui est dans la mouvance. Et c'est peut-être pour cela, c'est étonnant, parce que quand elle dit que leur père est mort, pas parce qu'il a fauté. D'accord? Il n'a pas fauté. À quelle faute il dit? Elles disent? Elle aurait dû dire Meraglim. Moi, si j'avais été elle,
chose compliquée, parce que barbe, truc. Mais si j'avais été elle, ouais, eh bien, j'aurais dit Meraglim. Pourquoi Meraglim? Parce que elle dit voilà, nous elles veulent une part en Eretz Israël. C'est quoi la faute qui aurait pu engendrer que t'as fauté, t'as perdu mon ami, qu'est-ce que tu veux maintenant? T'as fauté les Meraglim, tu voulais pas de cette terre-là? Eh ben qu'est-ce que tu veux maintenant? Qu'est-ce que tu réclames? Si maintenant on va dire maintenant, il mérite d'avoir une part, il n'a pas fauté quelque chose qui pourrait lui enlever ce mérite, j'aurais dit Meraglim. Une question connue. Hein. Pourquoi il dit de Korach? Elles n'ont pas beaucoup de mémoire, tu dis les femmes. Meraglim, ça remonte à. Tous ceux qui ont fauté par rapport au Meraglim, c'est la même époque. Meraglim, Korach, c'est la même époque. Hein. Ouais. Juste après, le Ramban nous dit. Non, il dit pas ça le Ramban. Il dit autre chose. Le Ramban, il dit qu'après, qu'ils ne vont plus avoir la part dans l'arrêt d'Israël, etc. Ils sont écœurés. Alors, c'est le moment de se révolter contre Moshe. Il ne nous a pas défendu comme d'abord. On va se retrouver ici, on va mourir ici. Peut-être on va remettre en question la névoie de Moshe. Peut-être c'est pas vrai. Peut-être qu'on peut rentrer en arrêt d'Israël. Demande le Ramban Makar Arshav dans Korach qui se sont révoltés. Il dit ça à cause des Meraglim. Comme maintenant ils sont punis, ils vont devoir rester dans le désert. Ils n'ont pas envie. Ils n'ont pas eu de rester dans le désert. Donc on remet en question la névoie de Moshe, peut-être c'est pas vrai, on remet en question la hiérarchie, on change les choses, parce qu'on n'accepte pas. Souvent, quand on remet en question la hiérarchie, c'est qu'on les anarchistes, là. C'est qu'ils ne sont pas heureux, quoi. Un anarchiste heureux, mais pas en question la hiérarchie, si tout va bien. S'il a sa place, c'est tranquille. Là, on va crever dans le désert. Qui dit que c'est Moshe, que Hachem a parlé, qui dit que truc. Ça dit le Ramban, on l'a fait, ça. Donc c'est la même époque, quoi. Donc quel rapport c'est l'Ophrad il peut avoir un mérite, son mérite n'est pas perdu, il faut que sa parcelle de terre, elle puisse donner le moyen de s'épanouir à une certaine partie de sa descendance. Quel rapport avec Korach? T'as une idée, Marco, toi qui aime bien Parashat de Korach? Vous comprenez la question ou pas? Parce que des fois, je parle vraiment au mur parce que. Pour la faute, elle serait dans Korach et pas dans le Meraglim. Je reprends. Peut-être que je vous parle alors que vous ne connaissez pas bien la paracha et donc c'est ça, ouais, désolé. Alors je vais vous lire le verset, on va essayer de procéder de manière beaucoup plus disciplinée et pédagogique. Elle avait tout mélangé, quoi. Accepter que chacun Ah là là. Qu'est-ce qu'il est fort. Donc on est dans case. C'est une case qui nous manque. Ouais. Avinu met bamidbar. Notre père, donc on est case Gimel. Cassage. Avinu met bamidbar. Il est mort dans le désert, notre père. L'assemblée qui s'est tenue contre Dieu. Be'adad Korach qui beretomet. Il avait une faute à lui. Ouais. Une faute à lui. Il dit c'est bizarre. C'est accusateur. Ouais, alors il y en a qui disent que c'est celui qui a ramassé du bois, truc, ouais. C'est quelle faute il a fait, truc. Hein? J'entends pas très bien. Ouais. Exactement. Moi, je suis encore une fois raison, c'est sa faute à lui. C'est-à-dire, on pourrait, si on veut expliquer selon notre développement,
Il n'a pas fini son travail ici. Il est mort parce qu'il a fauté. Donc il y a une certaine part de Kiddush Hashem. Il n'a pas été le reflet d'Hachem comme il aurait dû. Il n'a pas d'enfants qui vont continuer son travail, contrairement à Korah. Korah, ses enfants vont continuer le travail de Korah. On va voir Shmuel qui va avoir que la mission que Korah a ratée, Shmuel Hanavi va l'accomplir. Mais lui, il est mort. Il n'a pas pu maintenant. Il y a une parcelle de Kiddush Hashem qu'il n'a pas pu accomplir, un reflet, et qui va pas pouvoir être, qui va être perdu. Donc il manque, expliquer cette mosaïque là de plein de couleurs qui donne quelque chose de parfait. Il va manquer un petit morceau comme ça, un trou. Donc non seulement il n'a pas fini son tikkun, mais en plus chaque génération a besoin de cette place à être occupée. Chaque génération a besoin. Donc Yosef, il nous a donné comme explication que la faute de Korah, justement, c'est de refuser la mission que chacun. Korah, c'est pas shoot le refus du Sefer Bamidbar. Chacun, il a reçu une place bien précise. Et il a une certaine perfection qui peut arriver à s'en rapprocher. Il a un domaine dans lequel il doit exceller. Et Korah, il a voulu dire non, on va tout mélanger. Les Lévis vont être Cohen, les trucs ils vont être ci, vont être ça. On refuse d'accomplir la mission que Hachem nous a confiée à chacun. On change la hiérarchie, ouais. Moshe, il est plus adapté à être celui qui transmet la parole divine. Aaron à faire la avoda, et nous, on va faire ci, on va faire ça. On refuse les rôles. On refuse le Sefer Bamidbar où on présente. Donc, il y a des tribus, il y a des familles, il y a les Lévi'im, il y a les Kohanim, toute cette structure-là, toute cette magnifique organisation complémentaire. Ouais, ils viennent tout ça en masse. On veut tous faire tout. La mer dans le tzitzit, tu as besoin de fil blanc, tu as besoin de fil bleu. Il ne peut pas tous être bleu. Rien que comment dirais-je, dans la maison, il y a un endroit, il faut mettre des mezuzahs et pas forcément partout. Ouais. Il y a un endroit plus kadosh que d'autres, un endroit moins kadosh. Tout ne peut pas être kadosh, c'est pas vrai. Pas vrai. Il y a des gens qui vont être voués plus au travail physique, d'autres au travail intellectuel, d'autres au travail kadosh. On a tous les 613 mitzvot. Mais chacun va faire face aux épreuves que les 613 mitzvot nous proposent dans son domaine d'activité bien propre, dans sa mission bien propre, et chacun, c'est une autre épreuve. Certains, ils ont l'épreuve de se lever le matin, par exemple, si on veut maintenant résumer un peu dans notre vie. Et des mecs, ils ont un gros problème, c'est de se lever le matin pour la tefila, par exemple. C'est tout bête. Et s'ils ont de la émouna, ils ont de la hirat shamayim, avec le temps, ils vont réussir à relever le défi. Il a un problème, les femmes. On a tous ce problème. Il y en a pour un, c'est plus que d'autres. Il n'y a que des marches à vote, des trucs, etc. Alors, il va se battre, il va trouver une stratégie, etc. Je ne comprends pas le mec qui a du mal à se lever le matin, mais on dirait, toi, qu'est-ce que tu fais avec les femmes? Chacun avec son problème, quoi. Ne juge pas ton ami. Fais ce que tu arrives à sa place, tu n'arrives jamais à sa place. Chacun avec ses problèmes. Chacun avec ses qualités, chacun avec ses défauts. Et toi, tu vas faire Kiddush Hashem avec ce que tu as reçu. Et tu ne dois pas faire Kiddush Hashem avec ce que tu as reçu, parce que des fois, on a un Yetzerara. On a tous un Yetzerara fort. On a tous un Yetzeratov fort. Avec mon Yetzeratov fort, je dois arriver à exceller. Avec mon Yetzerara fort, il ne faut pas que je fasse du Kiddush Hashem. Et ça, c'est bien illustré par le début de la paracha avec l'histoire de Pinchas aussi. C'est marrant parce que l'histoire de Pinchas, qui n'est pas très longue, elle chevauche deux parachutes. C'est la fin de Balak. Ouais. On est dans le super, super suspense, la fin de Balak. C'est le Balak out. Ouais. C'est pas ce qui se passe après. Idras, il est venu, il a tué et tout. Moshe, il dit, il faut. Hachem, il a dit à Moshe, il faut nommer des juges pour punir un truc. Il y avait d'abord une maguefa, une grande épidémie qui pouvait décimer la majorité du Ham Israël. Hachem, il n'était pas du tout content là, ce jour-là. On est la génération, c'était la génération qui devait rentrer en Eretz Israël,
ils n'ont pas fauté la veau du veau d'or, ils n'ont pas fait les Meraglim. Ouais, bon, Hachem, ils ont fait face à la guerre de Sichon, de Og. Ils ont pris des initiatives. Moi, ils sont vraiment le top du top. Et paf, qu'est-ce qui se passe? Ils fautent avec des goyotes. Mais c'est grave. Oh, c'est grave. Il faut un Vodazara, mais c'est grave. Quoi, les goyotes l'ont fait faire un Vodazara. Mais c'est très grave. Alors, en valeur absolue, on est d'accord, c'est très grave. Mais là, c'est encore plus grave. Pourquoi? Parce que c'est la génération qui doit rentrer en Eretz Israël. Qu'est-ce qu'on craint le plus en Eretz Israël? Qu'on soit influencé par les goyim ou les goyotes et qu'on fasse un Vodazara. La Torah n'arrête pas de répéter ça. Donc on va rentrer ça, fais attention, ouais. Ne te laisse pas détourner, ne te laisse pas détourner. Fais attention. Donc c'est pour ça qu'on a une mitzvah d'exterminer tous les peuples cananéens, parce qu'on n'arrivera pas. C'est des preuves tellement dures, on ne va pas y arriver. Cette influence, elle est trop forte. Et là, qu'est-ce qu'on fait? On faute avec des goyotes qui vous amènent à faire un vote. C'est bidiouk le schéma à craindre en Eretz Israël. Donc peut-être ils ne sont pas aptes du tout à rentrer en Eretz Israël, du coup. Meraglim, vous ne voulez pas rentrer, nous on veut rentrer. Mais pour faire un Khilul Hashem dedans, c'est pire. On veut rentrer pour faire ce qu'il faut. Le pire à pas faire. Aller se mélanger avec les goyotes pour faire un Vodazara. Alors pourquoi rentrer? Donc là, il y a un grand courroux divin qui s'est enflammé. Et en plus, par rapport à ces femmes Bamidbar, c'est dramatique. Ce Bamidbar, chaque tribu, elle a des familles bien précises, qui ont un rôle bien précis. Tu vois, avec les goyotes, c'est la perte du zérar, c'est la perte de la spécificité, c'est le znout. C'est quoi le znout? C'est quoi le znout? Donc d'aller avec une femme sans avoir un projet de fonder une famille. On parle, Bamidbar, c'est la famille, ouais. C'est perpétuer la famille. Et là, tu es avec une Goya qui te fait faire un Vodazara. Donc tu fais un acte bestial qui fait oublier que cet acte-là, à l'origine, c'est pour amener à perpétuer la famille, même s'il y a une motivation qui est liée au etc. de faire cet acte-là, mais on doit on lui donner un cadre bien précis. Et là, c'est complètement, en plus, c'est pour faire la Voda de Baal Péor. Tu connais la Vodazara de Baal Péor? C'est un truc de fou, ça. Quand tu as déjà fait ça, pourquoi tu dis ouais? Ah, jamais. Bon, ça, c'est du vécu, ouais. Alors, Baal Péor, ça existe encore. Il va nous faire un témoignage après. Baal Péor, c'est un truc très spécial. Donc, c'est de déféquer devant la Vodazara. Ah, en Inde, ça existe pas. Ah, ils font ça? En Inde, devant le fleuve. Non, mais là, ils sont en pleine Inde. Il y a ça aussi. Mais Kitsour, c'est quoi? C'est quoi les plaisirs? Écoutez-moi, c'est quoi les plaisirs des animaux? Il y a deux plaisirs dans les animaux, la reproduction et la défécation, comment? Hein, c'est deux plaisirs, ouais. Les plaisirs. D'aller aux toilettes, c'est un plaisir. C'est un soulagement, ouais. D'aller avec une femme, c'est un plaisir, c'est un soulagement. Mais aussi, c'est un plaisir dans ça. C'est reconnu. Ouais, non, c'est un plaisir. Mais d'avoir un rapport aussi, c'est un soulagement. Il y a un besoin qui demande de se soulager, d'accord? Donc, c'est un soulagement. Pour la femme, non. Pour la femme, le rapport, c'est pas un soulagement. C'est une recherche d'union. C'est pas un soulagement. Chez l'homme, c'est un soulagement. D'accord? Et donc. D'enlever tous les chiffres. Cette chose qu'on fait dans le privé, porte fermée. Voilà. On le fait devant tout le monde. C'est-à-dire qu'à partir de là, c'est fini. Un homme, pourquoi il se cache pour aller aux toilettes et pour avoir des rapports? Parce qu'on sait que c'est quelque chose d'animal et donc notre dignité humaine nous fait que bon, c'est des choses qu'on fait, on fait entre nous, quoi. On doit le faire. On ne peut pas ne pas aller aux toilettes, on ne peut pas ne pas avoir de rapport. Ouais. Mais ce n'est pas quelque chose qui se fait en public. C'est pas quelque chose qui se fait en public. Et là, ça se fait en public. Il y avait une philosophie grecque comme ça. À l'époque de la décadence athénienne, il y a je ne sais plus comment il s'appelait le chef de cette école de pensée, enfin je ne sais pas si c'est de pensée, mais ça s'appelle les cyniques, je pense, les cyniques. Cyniques, c'est-à-dire les chiens. Ah, Diogène, je crois, il s'appelait Diogène. Il était dans un tonneau tout nu. On est tout nu, il n'a aucun problème d'aller avec sa mère, avec sa fille, on est comme des chiens. C'est-à-dire, c'est le refus de valeur.
Il n'y a pas de on est des animaux, quoi. C'est le Darwin. On est des animaux. On fait partie de l'espèce animale. Voilà. Voilà, exactement. Là, c'est tout le contraire. Dans Don Solofrat, il remonte jusqu'à Yosef. Les sœurs, elles viennent unies. On voit que c'est une famille qui est magnifique. Parce qu'on remonte jusqu'au Shorash. Oui, et puis elles vont se forcer de marier avec des gens de leur tribu pour la perpétuer. Donc, c'est vraiment le mariage, les Shem Shamaim. Elles vont se forcer de marier avec certaines personnes qui sont dans leur tribu pour perpétuer, dans le cadre de la tribu d'Éphraïm, ouais, la part de leur père. Donc, c'est vraiment perpétuer les valeurs de leur père. Et elles se marient, elles se forcent. Et d'ailleurs, elles étaient vieilles, elles se sont retenues de se marier à cause de ça. Elles étaient âgées, elles se sont retenues de se marier. Bon, on se marie, c'est comme ça. Non, 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 on ne va pas se marier parce qu'on va perdre une partie d'Avodat Hashem. Donc, on voit ici dans l'histoire de. Et c'était qui alors? C'était le monsieur qui avait. Donc, ils étaient en train de tous mourir. Il y a quand même en fin de compte 24 000 morts, hein, c'est beaucoup. Ils étaient en train de tous mourir. Et les juges s'apprêtaient à faire le grand massacre, puisqu'il y avait 76 000 juges. Rachid dit chacun devait en tuer 2 pour apaiser le courroux divin. Il fallait faire un jugement de ces gens-là. Un jugement Bépharésia. Et une faute Bépharésia, de manière, comment dirais-je, publique, il faut publiquement dénoncer cette faute-là, la Shemesh, au soleil. Le pshat, c'est on va les pendre, on les laisse au soleil. Ouais, c'est public. Et Rachid rapporte à Midrash, le soleil, Ananak Avot se repoussait, et celui qui a fauté, il y avait un rayon de soleil sur lui. Ça te rappelle quelque chose, Jonathan, ou pas? Non, non. Quand j'étais petit, j'avais vu comme ça une série qui s'appelait La 5e dimension. Et il y avait un truc comme ça. Le mec, Karina, était juif. C'était dans la guerre du Vietnam, je sais pas quoi. Et le mec qui allait mourir, il y avait un rayon de soleil sur lui. Il y a tout dans la Torah. Et il voyait tous ses copains, un rayon de soleil, etc. Il dit, n'y va pas, n'y va pas. Puis à la fin, il voyait sur lui le rayon de soleil. Ouais. C'est toujours des histoires très détendantes. Ouais. Depuis, j'ai mis de la crème soleil dans toutes les occasions, même en hiver. Ouais. Mais qui toujours fin de citation inutile. Mais tout ça pour. Des fois, je me dis que les exemples de films, ça permet de mieux se rappeler des midrashim. Peut-être je me trompe, mais j'essaye quand même. Et donc, il y a quelque chose. Il y a quelque chose de Bépharésia, et la punition, elle est Bépharésia. Et qu'est-ce qui se passe? Alors, il y en a tout plein de la tribu de Shimon qui ont fauté. Tout plein de la tribu de Shimon qui ont fauté. Après voir dans le dénombrement, il y a plein de Shimon qui manquent. Hein. Dans le dénombrement, on voit que Shimon, ils ont été pas mal décimés. Et donc, Chazal nous dit qu'effectivement, ils sont venus voir leur chef de tribu, Zimri ben Salou. Et il dit, mais regarde, tu fais rien et tout, on est en train de se faire massacrer et tout, tu restes les bras croisés. Ah, alors qu'est-ce qu'il fait? Il a pris une princesse midianite, ouais, et qui s'appelait donc, Kaniré, elle était noire, ouais, Cosby, et donc il faute. Oui, il connaît plein de Midrashim Gaï, ouais. Et il a fauté en public, devant tout le monde. Et il y a Pinchas. C'est marrant comment on présente. T'as vu comment on présente Pinchas? C'est marrant comment on le présente. Dans Balak et dans Pinchas, à chaque fois on le présente avec toute son armoirie. Regarde. Ouais. Ouais. Vayar Pinchas ben Elazar ben Aaron à Cohen. Attends, il est Cohen ou il n'est pas Cohen? On nous présente Pinchas, qui était le fils de Lazare et le fils d'Aaron à Cohen. Pourquoi on nous présente Pinchas, dis-moi? Après, pourquoi
Pourquoi on présente ses origines ici? Oui, C'est-à-dire c'est un acte digne d'un descendant d'Aaron. C'est bizarre, c'est quel rapport? Aaron, c'est Oev Shalom, Rodev Shalom. Quel rapport? Là, il tue quand même. Il a pris un javelot, hein, remar, il a pris, et hop, il a planté là-bas. Il les a embrochés. C'est le premier kebab de l'Antiquité. Et ça a arrêté immédiatement la Magefa. Et donc, il y en a eu 24 000 de morts. Et les juges, le Ramban dit, et les juges qui devaient tuer 76 multiplié par 2 ne l'ont pas fait du coup. Ça a non seulement interrompu la Magefa, mais ça suffit d'interrompre le courroux divin pour qu'il ne soit pas nécessaire d'obéir à l'ordre divin, d'envoyer les juges, d'opérer la peine capitale. D'accord? Donc on voit d'un côté Shimon, ouais, descendant de Shimon, et un autre côté, un descendant de Lévi. Et on sait que Shimon et Lévi, ils étaient potes. Et c'était très très potes. Voilà. Aujourd'hui, c'est très dangereux de rentrer à Shrem. À l'époque, sans être accompagnés par l'armée, ils sont rentrés à Shrem, Shimon et Lévi. Et ce n'était pas leur stratagème de faire la Brit Mila. Hein. La Brit Mila, c'était même Yaakov était au courant qu'on leur fait faire la Brit Mila aux Shremistes, aux Hamoristes. Ouais, il n'y a pas de problème. Mais eux, ils ont profité de l'occasion qu'ils étaient affaiblis. À l'origine, c'était pour libérer Dina. Mais ils ont proposé pour les massacrer. Et ça, Yaakov n'était pas au courant. Et Yaakov dit, mais qu'est-ce que vous avez fait là? C'était pas ça le plan. Hein? Il y a 24 000 là aussi? Bon. Ils disent, c'est pas le plan que vous avez fait là. Vous avez foiré. Ben non, mais on n'avait pas laissé faire ça. Ils ont profané notre sort, on n'a pas laissé faire ça. Donc c'est les frères, brothers. The Jack's brother. Ouais. Les frères, il dit, ah, notre sœur, on a fait ça, on ne va pas laisser. La famille. On a profané la famille. On a profané la famille. Donc on voit que dans Shimon et Lévi, il y a un esprit de famille. Un esprit de famille. Et Yaakov, il a fait une grande tochacha, une grande réprimande sur son lit de mort à Shimon et Lévi. Ensemble, vous êtes très très graves, les amis. Ouais, vous vous séparez, donc Lévi, il n'a pas de part dans la terre, il doit être un peu, il doit enseigner la Torah à droite à gauche, ouais. Et Shimon, il est collé à, je sais pas, Yehuda pour le protéger, ouais. Bon, Kitsu. Et cet esprit de famille, on voit ici dans notre paracha un truc très marrant. Il y a deux façons de vivre l'esprit de famille différemment. Shimon, il dit, ma tribu me demande d'intervenir pour les sauver. Il est venu pour sauver sa tribu. Il est venu pour sauver sa tribu. Il est venu pour sauver sa tribu. Ils sont venus le demander de l'aide et il n'a pas forcément bien réagi. Mais c'était pour répondre à une demande d'aide de sa famille, ses frères. Et c'était aux dépens du reste du peuple. Ah, il y a une maguefa. Tu vas faire ça. Parce que quand il fait ça, c'est quoi l'idée? Il sacrifie un peu. Je vais maintenant faire une avéra. Donc du coup, si le Nassi fait une avéra, ouais, alors il y a des circonstances atténuantes pour son peuple. Quelque part, il sacrifie un peu. Voilà, c'est marché, mais pas selon son projet, ouais. D'accord? Eh bien, mais qui t'a dit de prendre ce genre d'initiative? Faire une avéra, faire une avéra pour donner des circonstances atténuantes, tu t'opposes au klal, là. Là, c'est un chilul Hashem du klal. Quand tu crois que ta partie d'Avodat Hashem dans la grande mosaïque, c'est de faire du chilul Hashem, ça n'existe pas, ça. Ça n'existe pas. Que ma fonction, ma tribu, sa fonction, c'est d'effacer la présence divine. Chacun, il a une façon de refléter Hachem. Mais que sa fonction, c'est d'effacer Hachem, ça n'existe pas. C'est du chilul Hachem. T'es avec une Goya. Donc c'est important maintenant, la famille. C'est important la famille. De perpétuer la famille.
Pourquoi? Pour que cette famille-là puisse accomplir sa mission, être un reflet d'Hachem. Mais là, ça se mord la queue. Ta famille, pour faire quelque chose qui n'est pas dans le but de la famille. Le but de la famille, c'est de perpétuer une avoda bien précise. Tu n'as pas sauvé la famille par un acte d'effacement de la mission qui lui a été confiée. Parce que la famille, elle existe pour perpétuer une mission. Comprenez ou pas? Lévi, par contre, on a Lévi et Shimon qui sont confrontés. On a Pinchas et Shimon, ouais. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Ouais. Il va faire un acte qui n'est pas la mission habituelle d'un Kohen de tuer. Ce n'est pas la mission habituelle d'un Kohen de tuer. Donc il va accomplir quelque chose qui n'est pas dans l'esprit de ce pourquoi cette tribu, elle est vouée à devenir et le domaine dans lequel elle doit se perfectionner. D'accord? Mais le rôle des Kohanim, c'est d'incarner la vie, d'incarner le shalom. Ouais. Pourquoi? Pour donner au Ham Israël la possibilité de trouver sa place. Le Kohen, c'est un peu le bon conseiller. Le juif, il a fauté. Et cette faute-là le fait dévier de sa mission. Ça nous arrive à tous. Quand quelqu'un est faute, on a mauvaise conscience. Mauvaise conscience, il y a deux façons de réagir. Ou bien je me ressaisis comme un lion ou comme un tigre. Et je reprends de plus belle mon chemin d'Avodat Hashem. Mais souvent, on dit, bah, je suis nul. J'ai fait ça hier soir, je vais aller demain au shiur. Je suis disputé avec ma femme Zarma, j'ai pris honnête. Souvent, la vera, ça nous donne l'envie d'arrêter d'accomplir ce pourquoi on est fait. Je dis, je suis nul. Zarma, je suis idéaliste. Zarma, j'ai une mission. Je suis nul. Le Kohen, il vient nettoyer de cette nullité. Ouais. Il y a ce qu'on appelle ici un chilul Hashem quand on fait une faute. Vous entendez ou pas? Il y a l'action de chilul Hashem par rapport au klal, il y a un chilul Hashem personnel. Quand on sait qu'on a fauté, on a fait un chilul Hashem. On a été mechalel, une partie de spiritualité qui est en nous, et on ne se croit plus capable de pouvoir l'incarner. C'est un chilul Hashem. Et le Kohen, il vient nettoyer ce chilul Hashem, le Kohen. Comment? Ne t'inquiète pas, Hashem, il connaît l'homme. L'erreur est humaine. Je suis là pour nettoyer un phénomène. On tombe, on se relève, on se relève, on tombe. C'est comme ça, c'est normal. Ouais. Aaron, c'est un homme de paix. Ouais. Ou c'est normal de se disputer. Il ne voulait pas te faire du mal. Truc. C'est normal, on tombe, on se relève, c'est normal. Et lui, il est là pour essayer de recoller les morceaux. Il est là pour faire un Kiddush Hashem. Le Kohen est là pour faire un Kiddush Hashem. C'est ça son rôle intérieur avec nous-mêmes et pour toute la nation. Ouais, parce qu'il a aussi une notion de nettoyer la Touma du Klal et nettoyer la Touma du Prat. Il y a deux missions, Nachon. Alors, Aaron Cohen, on voyait au niveau du Prat, il s'intéressait, Shalom Baï, truc, petit Korbanot, au niveau du Klal aussi. Et là, maintenant, on présente Pinchas comme un fidèle descendant d'Aaron et il intervient pour quelque chose que normalement, c'est pas au Cohen de faire ça, ouais, de tuer. Alors, vous savez, dans la Lara, quand un Cohen il a tué, ouais, il a fait un accident de la route et il a tué et il a été un petit peu négligent, c'est fini, il ne peut plus faire des 7 Kapaïm. C'est fini. Il a perdu son statut de Mevarer. Un peu la même idée, David Ameller, il ne pouvait pas construire le Beth Amikdash, il avait du sang sur les mains, même si c'était pour une mitzvah. Même si c'était pour une mitzvah, le sang qu'il avait sur les mains. C'est ton fils Shlomo, Shelomo. Lui, c'est le Shalom. Le Misbéach lui-même, il ne peut pas être, comment dirais-je, construit avec le fil de l'épée. Il y avait le Shamir, un petit animal qui venait s'occuper de couper les pierres. Hein, Marco? Tu te rappelles Shamir? Ah, je savais, Shlomo, les références midrashiques profondes. T'as compris ou pas, Shlomo? Donc, on voit que le Misbéach s'est opposé à la guerre.
le Beth Amikdash s'opposait à la guerre, le Kohen. Alors, il écrit dans la Lacha, quand le Kohen il est Chayal et qui tue pour défendre le pays ou pour accomplir sa mission de Chayal, il reste Kohen, ouais. Parce que c'est Tsoré Mitzvah, il reste Kohen. Même s'il a tué un arabe, ouais, qui était de mère juive, il reste Kohen. Il ne perd pas son statut. Il va faire des 7 kapaïm entre chaque miftar. Ouais. Mais quand même, c'est marrant que cette action de Retzira, ce meurtre, est fait de Pinchas un Kohen. C'est marrant. Qui ne perd pas son statut quand il est déjà Kohen, parce que c'est le Shem Mitzvah. Mais qui devienne Kohen, c'est marrant. D'après Rashi, c'est une marloquette. Rashi, Even Ezra, Riskoni, Bechorchor, il y a une marloquette. Targum Yonatan, il y a le Even Ezra, Targum Yonatan qui dit non, il était déjà Kohen, mais il a reçu sur lui le privilège d'être le père de la Kihuna Gedola. Et Bémet, il a écrit dans la Gemara que 18 Kohen Gadol descendent de lui, et je ne sais plus combien, même au deuxième temple, c'est des descendants de Pinchas. Même au deuxième temple. Sadok, c'est un descendant de Pinchas, et les Kohen Gadol sont descendants de Sadok. Ouais. Donc, c'est confirmé cette lecture du Targum Yonatan par le Chazal qui nous dit qu'effectivement c'est descendant de Pinchas et de Kohen Gadol. Maintenant, Rashi dit non, il a reçu la Keuna. Rashi demande mais pourquoi? C'est le petit-fils d'Aaron. D'ailleurs, si vous lui posez une question à table, et les gens ils mangent trop, alors faut leur donner un peu de spiritualité. Quel est dans la Torah un exemple d'un monsieur qui a son père et son grand-père qui est Cohen, qui sont mariés avec des gens qui sont cachers, etc. Il n'est pas halal, et lui, il n'est pas Cohen. Alors la réponse, il ne faut pas poser la question à cette paracha, c'est trop facile. Attendre 2-3 semaines comme ça. Et c'est une phrase que, d'après Rashi, ouais, il n'était pas Cohen, il est devenu. Ah, pourquoi il n'était pas Cohen si son père et son grand-père est Cohen? Et le hasard. Alors Rashi, il dit, parce que quand est-ce que les Cohen sont devenus Cohen? Au moment de l'inauguration du Mishkan. Au moment de l'inauguration du Mishkan, on est venu pas sanctifier, on est venu à donner la Gdusha au Mishkan avec l'huile. Avec l'huile sur chaque partie, etc. Ouais, pendant les Milouim, et sur les Kohanim aussi. D'accord? Trempez l'eau dans l'eau, trempez l'eau dans l'huile, le Kohen. Ouais. Et donc, c'est comme il fait partie du mobilier. Et à ce moment-là où c'est donc la première année, disons que la deuxième année, le premier mois de la deuxième année, ils ont fait l'inauguration du Mishkan. Alors les Kohanim, ça, ils sont pour toujours Kohen. Aaron, il a reçu, Nadab, Avihu, Elazar, Itaman, mais c'est où? Ekouda. Et lui, il était déjà né, Pinneras, il était déjà né. Et comme il n'avait pas 13 ans, on n'a pas pu le loindre, parce qu'il n'était pas encore apte à recevoir comment dirais-je, cette fonction. Et donc lui, il est passé entre les gouttes. S'il était né plus tard, il aurait été Cohen. Parce que tout celui qui va naître de Aaron, Elazar, Tamar, Nadav et où vont devenir Cohen. Il est né avant, mais il était trop petit pour pouvoir recevoir, donc il n'était pas Cohen. Mais on voit dans cette paracha encore la notion d'initiative. Il y a une certaine dimension du Cohen que lui va incarner, qui allait manquer. Il a, par son initiative, apporté au Shevet Kehuna, c'est pas un Shevet, mais Mishpachat Kehuna, il a apporté à Mishpachat Kehuna une facette nécessaire, la Kanaout. C'est quoi la Kanaout? C'est insupportable de voir une transgression divine. Aaron, c'est la douceur, c'est la compréhension, ouais. Mais pour être un majordome du palais du roi, il ne faut pas uniquement être un bon représentant, être doux comme le roi, etc., et être compréhensif comme le roi, et accueillir les gens bien comme il faut. Il faut aussi protéger la maison du roi. Alors, cette notion de protection de la maison du roi, elle a globalement été donnée aux Lévi'im.
qui ont cette fougue. Le Lévi, on voit qu'il a cette fougue avec Shimon et Lévi, d'accord? Dans cette fougue. Et ceux qui gardent les portes, les Lévi. Mais là, de l'intérieur, il y a un Kohen, il y a une race de Kohanim qui sont prêts à mourir, parce que lui, il a fait un acte où il était prêt à mourir. Hein, parce qu'il a tué un Nassi. Il y avait toute la tribu qui ont voulu le tuer. Hein? Ouais. Il s'est attaqué à des grands, là. Il s'est attaqué à des grands. Et lui, il n'était pas grand-chose. Donc, il a mis sa vie en danger, parce qu'il a dit, on ne peut pas rester les mains croisées, les bras croisés. Pourquoi on ne peut pas rester les bras croisés? C'est quoi cette histoire-là? Quand quelqu'un il va avec une Goya, il n'est pas Chayav Mita. Quand avec une Goya, il n'est pas Chayav Mita. Il n'est pas Chayav Mita, non? On ne peut pas convoquer au Bedin un juif et on lui coupe la tête. On ne peut pas. Mais comme maintenant, le juif est en train d'être avec la Goya devant les gens, à ce moment-là, même que l'acte n'est pas punissable, ce n'est pas l'acte qui est punissable, c'est le Chilul Hashem. Il y a un Chilul Hashem d'être Mechalel et Zaro, de profaner la Gdushat Israël. Il y a une profanation de la Gdusha du Ham Israël. Et puisque Hashem, c'est les élus de Dieu, donc Hashem s'est planté, quoi, un peu comme ça. Chaz v'shalom. Chaz v'shalom. Alors, quelque part, tu dois maintenant interrompre par la mort ce Chilul Hashem. Si maintenant ils se sont séparés, tu ne peux plus tuer. C'est fini. C'est en direct live. C'est-à-dire que ce n'est pas ici, c'est pas un condamneur, Pinchas. C'est je dois interrompre le Chilul Hashem. C'est ça qu'il a fait, c'est tout. C'est pas comme les juges qui étaient désignés, qui devaient rechercher les mecs qui avaient un coup de soleil pour les tuer parce qu'ils avaient fauté. Eux aussi, ils devaient être tués, pas à cause de la lacha de Kol Akalim. Ils avaient fauté, comme maintenant il y a une maguefa, il faut tuer les fauteurs. Et c'est après qu'ils ont fait l'acte. Les juges qui devaient tuer, c'est après qu'ils aient fait l'acte. Et ils étaient repérés d'après le Midrash avec un rayon de soleil. D'accord? Mais lui, Pinchas, ça n'a rien à voir. C'est pas un chauffette, c'est pas un bourreau parce qu'ils ont fauté. Non, il est venu interrompre le Chilul Hashem. Et même Moshe avait oublié cette halakha, dans la panique, etc. Que Kol HaKanaim Pogimbo, que quand maintenant il y a Chilul Hashem, on a le droit d'interrompre par la mort. Pinchas, il n'a pas oublié, parce que pour lui, c'est tellement important que Hashem, il réside parmi nous. Et là, on est en train de balayer, Jonathan, là, ils sont en train de balayer la présence divine. On a dit, c'est faire Bamidbar, c'est on est tous irradiés par la lumière divine et ça nous donne des forces. Là, ils sont en train d'éteindre la lumière divine du Ham Israël. On est en train d'étouffer tout le Ham Israël. Le Kohen, il est là en train de réveiller l'énergie divine en chacun d'entre nous qui a été entachée par la faute. C'est le Kohen, Ron. Là, s'il y a une faute tellement grave, elle est en train d'éteindre toute la lumière du Ham Israël. On voit ça, on dit, mais on n'est pas tellement différents des autres. On voit ça et qu'on ne réagit pas. C'est venu souiller tout le monde. Donc le Kohen, il est là pour que quand il y a un écran entre Ham Israël et Akadosh Baruch Hu, il vient nettoyer pour que le tuyau puisse passer la lumière. Il dit on est tellement proche d'Hachem et ils sont en train de tout casser. Il est venu intervenir. C'est pour ça que la Torah nous présente qu'il est le fils d'Elazar et de Aaron à Kohen. C'est en tant que Kohen, il n'était pas Kohen. Mais on voit qu'il est venu dévoiler une partie qu'il est apte à occuper cette fonction-là. Mais par son initiative, il a pu l'occuper. Il était apte, mais c'est son initiative qui a fait prendre cette part-là. Il a dévoilé une certaine nuance dans les Kohanim par son acte. Mais c'est en tant que Kohen qu'il est intervenu. Même qu'il n'était pas désigné pour être Kohen à cause, on va dire, de la conjoncture de sa naissance, puisqu'il était fait pour être Kohen, il est devenu Kohen. Mais un certain autre forme de Kohen. Et c'est important qu'elle existe, cette forme-là, chez les Kohanim. Dès que les Kohanim, ils sont chauds, ils ont le sang chaud. Il y a quelque chose de sang chaud dans les Kohanim. Ils sont zélés. Alors c'est ça. Lui, c'est le zélé par définition. Par rapport à lui, il a réclamé, lui, il n'a pas réclamé. Ouais. Par rapport à Korach. Et là, ce qu'on voit, on voit Lévi et Shimon, c'était des zélés. C'était des zélés. Il y avait donc, comment il s'appelle, Zimri, qui a été zélé, qui s'est sacrifié pour protéger sa tribu. Il y a Pinchas qui s'est sacrifié. Donc on voit Shimon et Lévi, ils sont proches.
Mais la famille, on a tous dans les Israël la notion de famille, l'esprit de famille. La famille pour le Kiddush Hashem ou la famille pour la famille? La famille, c'est la famille, je dois faire bisous à tata. C'est pas la famille juive, la bisous à tata. C'est Chilou Hashem. C'est important la famille, parce qu'on a une mission que notre famille doit accomplir. Donc on doit aider notre famille à faire tchouva, pas de manière coercitive, pas en leur prenant la tête, etc., en donnant le bon exemple. La famille, c'est pas la famille pour la famille. Ça, c'est la famille, là. C'est en Sicile. Ne touche pas, il fait partie de la famille. On ne meurt pas pour la famille. On protège la famille pour qu'elle puisse accomplir sa mission divine sur terre. La famille est un moyen, ce n'est pas un but. La famille n'est jamais un but. La famille est un moyen pour exploiter un certain potentiel. Vous comprenez Rabbi ou pas? Donc on voit la paracha, elle commence chaudement avec cette histoire-là de Pinchas, que son acte d'éclat est venu dévoiler encore c'est une initiative. C'est comme Célophrade. Elles ont pris quand même. Tu te rends compte des filles qui viennent parler à Moshe Rabbeinu? C'est un courage. Hein. Non, vous faites la scène ou pas? J'aimerais être metteur en scène un jour, faire un film. T'imagines Moshe Rabbeinu avec ses couronnes de lumière là, hein, ouais. Elles arrivent, oui, c'est pas normal. Non, mais c'est pour la famille qu'on fait ça. On a le droit d'avoir du courage et de l'audace pour la famille. Et dans quelle direction? Pour avoir notre petit terrain à nous, une petite piscine, un petit simmer? Ou non, pour que la famille puisse perpétuer ses valeurs. Et lui, Pinchas, il s'est battu pour la famille du Ham Israël, qu'elle ne soit pas souillée par ça, qu'elle puisse. Après, quand tu as assisté à ça et que tu n'as rien fait, tu te sens nul. Tout l'Ham Israël lui a été ramolli. Tout le travail extraordinaire que chacun doit réaliser, quand tu as mauvaise conscience, tu ne fais plus ton travail. De toute façon, je ne suis pas capable, j'ai rien fait, regarde, quel nul je suis. Donc il a redonné de l'énergie pour que chaque branche puisse donner des fleurs, et des fleurs donner des fruits, et les fruits vont être mangés, certains vont tomber, donner des graines, encore de nouveaux arbres, encore de nouveaux fleurs, et de nouveaux fruits, des graines, réinjecter de la sève dans tout l'arbre du Ham Israël. Ça, c'est Pinchas. Donc son audace, son esprit d'initiative a dévoilé qu'il est un fidèle descendant de Lévi. Ça, c'est clair. Ouais. Mais pas uniquement un fidèle descendant qui se bat pour la famille. Ouais. Le Chilou Hashem. Comme tout Cohen qui vient effacer le Chilou Hashem, qui redonne des forces. Il est venu redonner des forces à Israël. C'est ça qui a marqué dans notre paracha, hein, que quand Hashem lui a donné la Keuna, il est écrit comme ça. Je vous le lis ou bien je saute ce passou? Il a marqué comme ça. Ouais. Comme ça. Ve'aita lo ou les aro acharav brit keunat olam. Pour lui et sa génération et sa descendance après, une alliance de keuna pour toujours. Tachat, pour quelle raison? Asher kina leloav. Il a été mécané, il a dit, il a été jaloux pour Hachem. On ne peut pas faire ça à Hachem. Sentez tellement Hachem comme une réalité incontournable, et on ne peut pas faire ça à Hachem et rester les bras croisés. Vaïchaper al Bene Israël. On voit qu'il a porté une kapara. Mimkom shen anashim tishtadel yot ish. Et Bémet, elle est extraordinaire la kapara, parce que de quoi on parle juste après? Juste après, curieusement, on nous dit Hachem ordonne à Israël de faire la guerre contre les Midianim et de les massacrer, etc., parce qu'ils ont fait fauter dans cette faute-là. Mais la Torah ne nous raconte pas la suite des événements. Ce n'est pas dans cette paracha qu'on va nous raconter la guerre. Il y a toute une longue interruption. Et par contre, on commence, Vayar Magefa, ouais, le décompte des familles. Les familles sont intactes grâce à Pinchas. Les familles sont intactes. Pourquoi elles sont intactes? Puisqu'on verra la particularité de ce décompte, contrairement à tous les autres décomptes, c'est qu'on présente les familles avec un yud et un he en plus. Il y a marqué, je vais vous faire un exemple comme ça.
Réhouven, Bechor Israël, né Réhouven, Chanor, Mishpachat Achanochi. Chanor, c'est devenu Achanochi. Rachid explique au nom de Chazal, Chanor Achanochi, c'est rajoute et le Yud et le E. Pour nous apprendre que le nom d'Hachem est encore en lui. Malgré la faute de Chilul Hashem, de profanation de la divinité dans l'âme Israël, Pinchas a rétabli le Yud-Ke, le nom d'Hachem dans toutes les tribus. C'est énorme ce qu'il a fait. Donc on nous refait la lecture de toutes les familles. Ouais. Alors il y a des petites nuances, Rachid explique les petites nuances. Ah, avant cette famille elle s'appelait comme ça, maintenant elle a un nouveau nom. Ah, cette famille-là, il y a certaines familles qu'on avait vues descendre en Égypte, elles ont disparu. Alors certains expliquent qu'ils ont disparu à cause de la faute de Balpeur, d'autres ils ont disparu à cause de la faute de Korah, d'autres ils ont disparu à cause des Maapilim. Différentes opinions, il rapporte Moshe Adarshan, il rapporte. Ouais. Donc il y a tout un récapitulatif de l'historique de Ham Israël par rapport à ses déboires et par rapport à ses drames. Et là, on est dans la survivance de Ham Israël. Le peuple de Dieu a survécu. C'est ça ce décompte-là. Non seulement il reste des familles, mais des familles qui portent en elles le potentiel d'incarner leur mission divine. On l'a échappé belle. Donc reprenons. Donc on a début de paracha avec Pinchas. On a compris l'enjeu. L'enjeu, c'est Pinchas, il vient protéger la spécificité du Ham Israël. D'aller avec des goyotes Befaresia, c'est profaner la spécificité du Ham Israël. Ça rend le Ham Israël invalide, ça vient invalider son potentiel de perpétuer sa mission bien propre. Chaque famille, on se mélange avec des goyotes Befaresia, donc on oublie notre mission générale, notre mission individuelle. C'est une catastrophe. Et Pinchas, il vient incarner une dimension du Kohen. Ouais. Le Kohen, c'est le Yichus. Ouais. Il ne se marie pas avec une femme qui a divorcé. Ouais. Sa femme qui a été violée, il ne peut pas rester avec elle. Donc c'est mamash là. Gdushat Azivu. Perpétuer la famille, mais sans aucune souillure. Ouais. Et Pinchas vient, en tant que descendant de Aaron et de Lazare qui sont Kohen, dévoiler une nouvelle facette de la Keuna et confirmer, finir la mosaïque des Kohanim. Il allait manquer une certaine facette. Par son initiative. On voit l'initiative de Tselophrad et on voit l'initiative de Moshe Rabbeinu. Après que Tselophrad ait obtenu gain de cause et Benot Tselophrad, et voilà, elles vont recevoir un certain patrimoine, etc., pour leurs enfants, etc. Et Moshe dit, mes enfants et moi, et mes enfants, il dit, qui c'est qui va prendre la suite de la direction du Ham Israël? Il prend une initiative, Moshe Rabbeinu. Attends, Hachem, il ne pourra pas nommer un nouveau Gadol? Quand Moshe va partir, Hachem, il n'est pas assez grand, Hachem, pour nommer la suite? Pourquoi c'est à Moshe de demander à Hachem de nommer la suite? Pourquoi c'est à Moshe de demander à Hachem de nommer la suite? C'est bizarre, non? Vous n'avez jamais posé la question? Joseph, tu t'es jamais posé la question? Hein? Qui est mieux que Dieu pour... Exactement. Exactement. Il y a même une phrase qu'on voit nulle part écrite dans toute la Torah. Écoutez bien la phrase. Vayomer, une seconde. On est dans Kavzaïn Tedvav. Nulle part c'est écrit comme ça dans la Torah. Vaïdaber Moshe el Hashem les morts. T'entends cette histoire ou pas? C'est un truc de malade. Il dit le Balatourim en pasuk kazé acher kazé batorah. Toujours la Torah, c'est Vaïdaber Hashem el Moshe les morts. Hein. Là, c'est l'inverse. On a l'impression que Moshe, il leur donne à Hashem. T'entends pas, Moshe? C'est un truc de ouf. Est-ce que vous entendez ce pasouk? Vaïdaber Moshe el Hashem les morts. C'est plus le Moshe Anav Mikol Adam. Il prend une initiative. Il dit Hashem, tu te dois de nommer
quelqu'un qui va me remplacer. Parce qu'Hachem il a dit, va monter sur la montagne pour voir le pays, après tu vas mourir. En vérité, c'est pas maintenant qu'il va monter sur la montagne. Hachem le prévient que le jour de sa mort, il va devoir monter. Là, Hachem le prévient de la fin. Ce Moshe dit, peut-être que maintenant, comme j'ai donné une part aux filles de Télophrade, etc., peut-être si moi je peux donner des territoires, je peux être Mechalek des territoires. Alors peut-être moi aussi je vais avoir une part de territoire. Comme on dit, on n'apprend pas à un singe à faire des grimaces. Si moi je suis capable de donner des territoires, peut-être que moi aussi j'ai une part dans les territoires. Qui dit, alors Moshe l'a demandé. La parashat Vaïtranan qu'il a prié, ouais. Le Ramban, il dit que la parashat Vaïtranan qu'il a prié de rentrer ici. Netzrech, c'est ici. T'entends Moshe ou pas? Le Moshe a prié pour rentrer en Netzrech, c'est ici, après les notes Télophrade. Et Hachem dit non, laisse tomber, regarde, toi tu ne feras que voir la terre d'Israël. Vaïtranan est ici en vérité. Et il dit non, toi tu ne veux pas parce que tu as fauté, tu n'as pas fait Kiddush Hachem, etc. Avec l'histoire du rocher, on a déjà expliqué avec les mecs d'Avar c'est quoi l'explication. Et Vaïdaber, Moshe, Hachem les morts. D'accord, moi je vais mourir. Mais Hachem, tu te dois d'amener un remplaçant. Tu te dois, Hachem. Ifkod Hachem, Eloké, Aruchot, Lechol Basar Ish Alaïda. Que Hachem vient donc nommer Eloké Aruchot, Rachid dit Dieu il comprend tout le monde. Il y a 70 facettes différentes. Il y a le style de Jonathan, irremplaçable, la force tranquille. De Guy, je ne peux même pas définir tellement c'est incomparable. De Marco, le gardien de la rue. Chacun, il a un. Il faut parler à chacun différemment. On doit comprendre chacun. Un manig, il doit comprendre. Il doit comprendre qu'il y a des différences. Un manig qui pense que tout le monde est comme lui, c'est une catastrophe. Ça s'appelle un dictateur. Si c'est logique pour moi, c'est logique pour tout le monde. Allez, on le fait. Et d'apprendre des décisions, ça ne plaît pas à tout le monde. Mais même quand tu prends des décisions qui ne plaisent pas à tout le monde, tu vas savoir que ça ne plaît pas à tout le monde. Peut-être que tu dois aller les voir, leur donner certaines compensations, les trucs. Il faut connaître la richesse. C'est faire Bamidbar. Il y a 12 tribus, il y a des familles dans ces tribus. Un manig doit respecter les 12 spécificités avec toutes les couleurs dans ces 12 spécificités, sinon ce n'est pas un manig. Le manig, le dirigeant du Ham Israël, doit aider chacun à trouver sa place. Donc s'il ne connaît pas la différence de chacun et la mission de chacun, c'est plus un manig. Donc Moshe, il a dit à Hachem, il faut absolument que tu nommes quelqu'un. Ouais. Moshe, il est venu défendre, quelque part, l'intérêt divin. La manière que dans Parashat Korach, on voit qu'il a pris des initiatives, Moshe. Je te dis maintenant, la Torah, elle vient pas, elle n'est pas vraie, c'est pas vrai, les tzitzit. Si on met en question tout le message de la Torah avec Korach. Alors Moshe, il est venu imposer à Hachem. Il dit voilà, tu vas faire un trou béant qui va les aspirer. C'est pas Hachem, c'est Moshe qui a imposé. Parce qu'on remet en question la Torah d'Hachem. Là, encore une fois, on voit Moshe qui intervient. Le but du dirigeant pour Moshe, c'est pas qu'il n'y ait pas de rébellion. D'accord ? Ça, c'est Poutine. Sa seule mission en Poutine, c'est qu'il n'y ait pas de rébellion. Mais sinon, qu'est-ce qu'il fait? Il donne à personne la possibilité de s'épanouir. Il écrase tout le monde avec qu'il n'y ait pas de rébellion. Donc, il y a des Russes qui l'aiment bien. Ouais, grâce à lui, on n'a pas de guerre civile. Mais d'accord, mais vous n'existez pas, les mecs. Il n'y a aucun épanouissement ni intellectuel, ni culturel, ni rien. D'accord, il n'y a pas de guerre civile, mais il n'y a rien. Alors, Moshe, il dit maintenant, pour défendre, il avait une certaine mission, Moshe, qui était Anav Mikol Adam. Son Anava a fait qu'il a pu devenir dirigeant. C'est en étant Anav, le Anav, il comprend les autres. Parce que Anav, il écoute. Le gars Aftan, il s'impose. Il n'a pas la force d'écouter les autres. Pour pouvoir être dirigeant, il faut être Anav. Il faut être à l'écoute. Tellement petit qu'on donne de la place à l'autre en soi. Sinon, tu ne peux pas diriger. Il faut être Anav. Il faut savoir prendre des décisions. Il faut tenir tête. Il faut comprendre l'autre. Moshe, il a su tenir tête. Quand il a la faute du veau d'or,
C'est tout ce que. Et il est venu. Et le Chazal dit que la suite en état d'un club de Vaudor, tout le Ham Israël était complètement perturbé. Il a dit il faut faire ci. Les Lévim venaient, on va massacrer ceux qu'on fautait, etc. Il sait tenir tête. Il est un ave, mais il sait tenir tête. Être un ave, c'est pas aller dans le sens du poil. Être un ave, c'est comprendre les autres. Et après, décider, on peut être un ave et décider. Hein. Et on peut se tenir à ses décisions jusqu'au bout. C'est l'okachour. L'okachour. Un ave, c'est pas être inexistant. L'humilité, c'est pas l'inexistence. L'humilité, c'est d'avoir la possibilité, ouais, de laisser une place aux autres en toi pour les comprendre, pour les accompagner, pour les aider. Mais après, s'il faut prendre une décision, le Hanav, il sait prendre une décision. Pas un problème. Et Moshe, il a donc demandé à Hachem, ouais, quelque part, il se sent responsable de la mission qu'il n'a pas terminée. Moshe n'a pas pu terminer sa mission. Moshe, à l'origine, qu'est-ce qu'il devait faire? Sortir l'âme Israël pour rentrer en Eretz Israël. À cause de sa faute, il n'a pas pu les rentrer en Eretz Israël. Mais c'est important qu'il les rentre en Eretz Israël. Pourquoi? Parce qu'il est venu sortir du rouleau compresseur égyptien pour donner à chaque juif sa place. La Torah va donner à chaque juif sa place et chacun va pouvoir faire un kiddush Hashem, chacun en fonction de sa famille, chacun en fonction de sa tribu. Ça, c'est la mission que Moshe, il a bien voulu recevoir et qu'il a voulu mener à bien. Mais quand maintenant il a fauté, ouais, et sa faute aussi contre la notion d'initiative, si vous réécoutez le cours de la Parashat Rukat, on a bien expliqué qu'il y avait une notion d'initiative qu'il devait avoir en Eretz Israël, et donc il fallait que les miracles ils vont être cachés. Maintenant, c'est un limoudat Torah, c'est une recherche personnelle. C'est plus Moshe Rabbeinu avec son bâton. Il vient de diriger, il faut suivre. Chacun, il va devoir retrouver dans la Torah sa place. Donc, il devait dire un limoud Torah devant le rocher. C'est la Torah qui va bouger les choses. Maintenant, c'est plus Moshe avec son bâton. Donc, la faute de Moshe, c'est justement de ne pas avoir justement s'être mis en retrait pour laisser le Ham Israël de trouver sa place. Et donc là, il ne va pas pouvoir les accompagner. Mais s'il les avait accompagnés, c'était pour donner à chacun sa part de territoire dans laquelle il va pouvoir s'épanouir. Il les a sortis d'un rouleau compresseur. Il leur a donné une Torah pour que chacun trouve son épanouissement personnel de manière complémentaire. Et après, on rentre en Eretz Israël pour mettre chacun à la place, pour qu'il puisse accomplir le message de la Torah qu'il leur a donné et que chacun puisse s'épanouir selon ses forces et selon sa mission, à l'endroit où il a été attribué. Il n'a pas pu accomplir sa mission. Donc, il sent une responsabilité. Il sent une responsabilité. Et cette responsabilité, c'est parce que je vais mourir que je suis quitte. Quand Hachem t'a confié quelque chose, tu dois sentir une responsabilité. Ouais. Pas dire, ah, Hachem va le faire. Hachem va le faire. Un mec, par exemple, il va mourir et il ne prépare pas de testament pour ses enfants. Ah, Hachem Gadol. On a vu quand Yaakov il est mort, sur son lit mort, il a donné à chacun, il a dévoilé à chacun ce qu'il était, etc. On ne s'appuie jamais sur Hachem quand on sent qu'on a des responsabilités, Naran. On doit assumer ses responsabilités. Jamais on dira, ah, Hachem, il saura très bien trouver quelqu'un. Mais si c'est la mission que je n'ai pas accomplie, si c'est quelque chose que je n'ai pas terminé, même si Hachem va le faire sans moi, mais moi j'ai un devoir. La notion de responsabilité par rapport à la suite, c'est toute la paracha. C'est l'Ophrad, elle dit, mais qu'est-ce qui va devenir de ce que notre père il voulait, il devait accomplir comme mission par la suite? Pidras, qu'est-ce qui va, après cette faute-là, qu'est-ce qui va arriver? Qu'est-ce qui va rester du Ham Israël? Bon, chacun, ils ont senti une responsabilité par rapport à la suite. On n'est pas une ombre éphémère qui disparaît après moi le déluge. Qu'est-ce qui va se passer après moi? Qu'est-ce qui va rester après moi? L'âme Israël est une éternité, est une réalité éternelle. Et moi, maintenant, je suis un maillon d'une longue chaîne. Est-ce que je fais en sorte de renforcer la chaîne d'avant avec la chaîne d'après, d'assumer mes responsabilités pour que l'histoire du l'âme Israël éternel puisse être renforcée? Ou non, c'est Hachem qui va recoller les morceaux? Il y a une mission, des fois, on sent qu'on n'a pas pu accomplir notre mission. Quand maintenant on nous parle de mort, on a tous peur de mourir. Pourquoi on a peur de mourir? Moi, j'ai peur de mourir. Pourquoi j'ai peur de mourir? De ne pas avoir terminé ma mission. C'était l'Olam Haba, maintenant, on est ici pour construire le royaume divin sur terre. Si je n'ai pas fini ma mission, même que maintenant je suis récompensé en haut, je sens que je n'ai pas fait le travail qui m'a été donné. Même si les circonstances atténuantes, que la personne elle est prise plutôt pour une raison X, Y, Z, mais je n'ai pas pu finir ma mission. Moshe Rabbeinu va voir l'Olam Haba. Mais sa mission, c'est de représenter Hachem sur terre, et cette mission-là, même si elle est récompensée là-haut,
je me sens investi dans le bon accomplissement de ma mission. Est-ce que maintenant on sent qu'on vit pour nous ou on sent pour le Ham Israël? On vit pour le Ham Israël. Moi, j'ai Achalek Loaba, Marpatik, j'ai Achalek Loaba. Est-ce que la mission que je devais accomplir, j'ai accompli? Et si je ne l'ai pas accomplie, est-ce que j'ai donné les moyens à la suite de l'accomplir? Si je ne l'ai pas accompli, est-ce que j'ai donné? On voit que Tselofrad, même qu'à fauté, il était attaché à sa mission à un tel point que ses filles elles ont senti que sa mission devait être accomplie par la suite. Moshe aussi. Pinchas aussi. Donc la mission qu'il devait accomplir en tant que Cohen, il a donné à lui, à ses enfants, la possibilité de rentrer dans les Kéouna. Est-ce qu'on sent véritablement qu'on va laisser des traces par la suite? Des fois, quand quelqu'un il part, on dit voilà, il avait telle valeur, telle ci, telle ça, et les enfants, ils ont envie de continuer ces valeurs. Il a une certaine Kiddush Hashem, et on a envie de continuer ce qu'il a fait. S'il a vécu que pour lui-même, bon, il est mort. Mais s'il a vécu pour la famille, pour transmettre des valeurs, qu'on a senti qu'il était investi dans ses valeurs, il était investi dans la famille, donc dans deux choses, dans ses valeurs et dans la famille a envie de continuer, elle se sent obligée de continuer. Ils sont obligés de continuer. Moi, par exemple, j'ai grandi dans une famille qui n'était pas religieuse au début, mais pour eux, c'était important le Ham Israël. Pourquoi le Hodéa? Ils ont reçu ça de leurs parents. Le Ham Israël, il n'y a pas plus important que le Ham Israël. Il n'y a pas plus important que le Ham Israël. La Torah, on ne connaît pas, mais il n'y a pas plus important que le Ham Israël. Et pour moi, c'était pas shoot, bien que je faisais aucune mitzvah, que je ne peux pas me marier qu'une Goya. Pas shoot. J'ai reçu de mes parents que c'est important le Ham Israël, donc je ne vais pas me mélanger avec les Goyim. C'est pas shoot pour moi. Pourtant, je vivais qu'avec des Goyim. Je les cherchais, les Juifs. C'est compliqué d'en trouver. Mais si tu as reçu dans la famille un idéal, parce que pour mes parents, c'est un idéal, c'est pas stam, c'est pas du racisme par rapport aux Goyim. Nous, on est un peuple différent, on doit garder notre spécificité. Alors eux-mêmes, ils ont fini par faire tchouva, parce que ce message-là, sans la Torah, il est bizarre. Mais l'homme est chané, c'est-à-dire, quand tu reçois des valeurs et qu'elles sont pures, tu as envie de les poursuivre. Quand maintenant il te dit, mon fils, protège le magasin, c'est toute notre vie. Mais le fils peut le vendre, le magasin. C'est pas des valeurs. Enfin, c'est des valeurs, mais il y a l'inflation quand même, il faut le vendre. Si on veut qu'il reste quelque chose de nous sur Terre, qu'on ait des enfants qui suivent notre voie, que ce soit nos talmidim, que ce soit des amis, l'Avdafka, on voit que Moshe Rabbeinu, ce n'est pas ses enfants, son talmid. Donc celui qui n'a pas d'enfant, il ne doit pas déprimer. Même son talmid, il peut suivre ses valeurs. On dit que Moshe, c'était le soleil, et Yeshua, c'était le reflet du soleil de la lune. Donc il a poursuivi. Moshe, il incarnait Mamash, la lumière d'Hachem, et lui, c'est le reflet qu'on a dit. Il faut un reflet d'Hachem. Lui, c'était ce reflet, Yeshua. Ce n'est pas ses enfants, mais l'homme est chané. L'homme est chané. Mais ce n'est pas ses enfants, c'est l'homme est chané. On n'est pas là pour être un géniteur. On est là pour être un producteur, un conservateur de valeurs qui ne doit pas mourir avec nous. Est-ce qu'on vit dans cet idéal? Cette paracha nous amène à nous poser des questions. Est-ce que vraiment on vit pour un idéal? Ou non, ça va, je suis juif, les enfants, je fais Shabbat, je mange kasher. Non. Est-ce qu'on s'est posé la question? Est-ce qu'il y a une valeur particulière j'ai une responsabilité sur une valeur particulière? Non, globalement, j'ai mitzvot, ça va. Est-ce que j'aimerais maintenant incarner une valeur et que mes enfants ou mes proches puissent perpétuer cette valeur-là? Alors c'est vrai que pour pouvoir découvrir ce pourquoi je suis fait, c'est par le Limud Torah. Tant que tu n'as pas étudié la Torah, alors c'est même pas c'est quoi les valeurs. Quelqu'un qui est un amaretz qui n'étudie pas la Torah, alors il dit ma valeur, je sais pas, moi c'est d'être souriant avec les gens. Ouais, c'est peut-être ça, mais comme tu n'as pas étudié toutes les valeurs de la Torah, tu ne peux pas trouver ta place. Quand tu as étudié plein de sujets, tu dis ça me parle. Tu étudies un sujet, tu apprends, ça me parle. Mais il faut l'étudier pour découvrir qui tu es. Va avec ce sujet-là qu'on est en train de développer, qui est un sujet fondamental parce que ça nous remet en question par rapport à pourquoi je suis venu sur Terre et qu'est-ce que je dois laisser sur Terre. Donc c'est un sujet important. Pourquoi suis-je venu sur Terre et qu'est-ce que je dois laisser sur Terre, c'est important. Mais sans l'imoud Torah, on ne peut pas y arriver. C'est pour ça qu'on essaye d'étudier plein de sujets, plein de choses, d'approfondir. Puis des fois, on a un déclic. Putain, à chaque fois qu'on entend parler de ce sujet-là, ça nous parle, on a envie de s'investir dedans. C'est dans le chesed, c'est dans la tfila, c'est dans le limoud, c'est lutter contre un, etc. L'autre, c'est ci, l'autre, c'est ça. Et pour avoir un déclic, il faut l'avoir étudié le sujet. Il faut l'avoir étudié le sujet. Sérieusement.
Et c'est dommage, si on n'étudie pas, on passe à côté de notre mission. On ne saura pas pourquoi on est venu sur Terre. On ne saura pas qu'est-ce qu'on doit laisser à notre famille. Sur quel point on devrait être pointilleux sur notre lit de mort. Ouais, voilà, fais attention. Fais attention, garde ça précieusement. C'est ce pourquoi je suis venu sur Terre. J'aimerais que cette valeur-là, on aimerait, sur notre lit de mort, pouvoir léguer pas que des biens matériels, mais léguer des valeurs. Mais ce que nous-mêmes, on sait, c'est quoi les valeurs auxquelles on est attaché et dans lesquelles on aimerait investir notre vie. Si on ne le sait pas, alors reprenons le Limud Torah intensivement en cherchant notre place dans les textes que nous étudions. Que ça soit quelque chose de dynamique avec une notion d'initiative. Comme elle, les Bnot Tzelophrad, pourquoi il manquerait quelque chose? Comme celui du Corban Pessah, pourquoi il manquerait quelque chose? Comme Pintras, je sens que maintenant il faut que je fasse quelque chose. Vous comprenez ou pas? Comme Moshe, j'ai pas fini ma mission. Hachem, il peut tout faire, mais il ne peut pas remplacer la mission. Ouais, c'est-à-dire, il peut remplacer la mission, mais il ne peut pas remplacer la mitzvah que nous avons de vouloir que cette mission soit accomplie. On a un devoir de vouloir que cette mission soit accomplie. Et ça, Hachem, il nous fait accomplir aucun devoir à notre place. Qu'il la fasse accomplir par quelqu'un d'autre, il peut le faire. Mais j'avais le devoir de me sortir responsable de ce qui se passe sur Terre. Hachem nous a donné la terre pour pouvoir incarner un certain reflet d'Hachem. Je dois me sentir responsable de ce reflet-là. Est-ce que véritablement je suis dans cette dynamique ou pas? C'est peut-être cette paracha qui nous amène de nous reposer cette question. Qu'on pose des fois uniquement à Rosh Hashanah. Pourquoi je vis? Est-ce que j'accomplis vraiment une mission? Il y a des questions comme ça fondamentales à Rosh Hashanah. Là, on a une petite préparation avec Pinchas dans Hachem. Qu'on véritablement, on étudie la Torah plus sérieusement en cherchant notre place pour vraiment on doit accomplir toutes les mitzvot, mais chercher une mitzvah dans laquelle on excelle et dans laquelle on est un vrai Kiddush Hashem. Bezrat Hashem, Hashem Yazor qui nous donne véritablement notre place sur terre pour être satisfait de quitter ce monde en étant rassasié.